bien, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'Info 7, Madame, Messieurs. Nous sommes là pour décortiquer, comme d'habitude, l'actualité de la semaine. Alors, pour cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le secrétaire général adjoint du parti présidentiel, Union pour la démocratie et les progrès social, en charge des questions politiques et administratives de l'UDPS. Alors, ce n'est plus du tout une personne à présenter. Ce n'est pas non plus la première fois qu'il est dans ce magazine Info 7. Déo Bizibou, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bienvenue dans ce numéro Info 7. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation madame. Alors, comment se porte le parti présidentiel après les élections au niveau des assemblées provinciales, sénatoriales, mais aussi au niveau du gouvernorat des provinces? Le parti se porte très bien. Le parti, à l'issue des élections qu'il y a eu à tous les niveaux, nous continuons à être toujours la première force du pays, tant qu'au niveau, national qu'au niveau provincial. Nous continuons à caracoler donc en tête. Nous avons, avec nos mosaïques, 150 députés nationaux. Nous avons les chiffres, mais nous sommes en tête en tout cas dans tous les sens. Et comme les élections ne sont pas encore finies, vous savez qu'il y a des provinces. Il y a des provinces, oui. Où ces élections n'ont pas encore eu lieu, mais en tout cas nous sommes dans les bons. Alors, les provinces dans lesquelles les élections sont déjà organisées, vous avez eu combien de provinces? Aujourd'hui, nous sommes autour de... Nous avons... Pour le gouvernorat. Nous avons les gouvernorats... nous avons les gouverneurs au niveau de Lualaba, nous avons le gouverneur au niveau de Haut-Katanga, nous avons le gouverneur au niveau du Kassa oriental, nous avons les vice-gouverneurs du Sud Kivu, d'où je viens, nous avons, on vient d'avoir un gouverneur, je pense, là où il y a eu l'élection hier, dans la grande province de l'Équateur. Donc, bref, nous sommes en train de... Et Kinshasa aussi? Voilà, Kinshasa aussi, exactement. Alors, vous-même, vous venez de la partie... Est de la République démocratique du Congo, vous étiez également sénateur, ça n'a pas été? Oui, mais grâce aux voix que j'ai obtenues exactement, donc ma liste a pu avoir un siège, le siège qui a été obtenu par le professeur Aristide, qui était ex aequo avec le ministre d'État Rubota. Effectivement, notre liste a eu 6 voix et c'est grâce donc, et comme nous étions donc en liste, nous avons donc un siège au Sud Kivu. Et nous avons eu aussi le vice, donc c'est notre ticket qui est gagné au Sud Kivu au second tour avec le ticket AFDC et avec le professeur Jean-Jacques Poussi, avec le candidat vice-gouverneur Jean-Jacques Kanomiewa. Et voilà. Et là c'est bien, mais d'un côté nous voyons qu'il y a certaines provinces où le ticket de l'Union sacrée de la nation a échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand on va en compétition, on ne peut pas prétendre tout avoir. Mais bien que vous ayez des députés provinciaux. Et la démocratie, c'est ça aussi. Vous savez, on peut facilement contrôler. Vous pouvez avoir le cœur de l'homme. Il est tortueux, on ne contrôle jamais tout. Il n'y a que Dieu qui contrôle tout. Mais les députés provinciaux qui sont majoritaires de l'Union sacrée de la nation, comment peut-on expliquer cela? Non, vous savez, comment ça s'explique? Vous savez, nous sommes dans différents partis politiques. Les fondements du parti, c'est d'abord l'idéologie. Quand vous voyez ce que nous avons comme transhumance, les gens qui passent d'un parti politique à l'autre, quelqu'un qui était candidat en 2018 sur une liste d'un parti politique, et qui va quitter là, il va ailleurs. Sur le plan idéologique, il se pose des problèmes très très sérieux au point que nous avons encore un grand travail à faire. C'est-à-dire que pour avoir les personnes nanties de l'idéologie du parti et qui tiennent, ça prend du temps. Entre-temps, il y a certaines difficultés qui sont inhérentes au fonctionnement de la vie humaine et des institutions. Alors, et les hommes sont tentés, mais généralement, comme vous savez, la classe politique du Congo ici, on a encore un problème qui concerne la culture des valeurs, la défense des valeurs. Une classe politique que vous appelez couramment crasse. Voilà, je parle souvent de la crasse politique, parce que avoir ce que Dieu nous a donné, nous les politiques, en tout cas, je pense qu'il faut se remettre en cause. Donc on a des difficultés de ce côté-là. Face à cette réalité, nous pouvons donner raison à ceux qui affirment que dans l'union sacrée de la nation, il y a des sérieux problèmes, en commençant par les présidiums, parce que ça ne s'explique pas que l'union sacrée soit majoritaire et que le ticket échoue. Et madame, dans quelle association humaine il n'y a pas de problème?
dans la nature, donc aucune œuvre humaine n'est parfaite. J'ai toujours insisté en disant ceci, je ne voudrais pas heurter les sensibilités religieuses, en disant que le mal n'a pas commencé sur la terre. Non. Il a commencé où? Au ciel même. Rappelez-vous que selon les Saintes Écritures, Lucifer était l'ange des Lumières. Ça n'était pas sur la terre, c'était au ciel. L'ange des Lumières, qui devait donner la lumière à tous les autres, a désobéi. Ça veut dire, ça n'a pas commencé sur la terre. Quand nous parlons, tout à l'heure, avant que je vienne ici, j'ai échangé avec madame, mon épouse, à la maison, à propos de ceux qui vont à l'église. Elle me dit, mais si tous ceux qui vont à l'église étaient des vrais chrétiens, le monde aurait changé. Le Congo aurait changé depuis très très longtemps. Parce que tous les politiques, la plupart des politiques, plusieurs d'ailleurs, vont à l'église chaque dimanche. Toute œuvre humaine est teintée et perfectible. Il y a des problèmes, que ce soit, écoutez, même dans nos familles respectives, nées des mêmes pères et des mêmes mères, il y a des problèmes. Donc, alors, a fortiori, une œuvre, une association où l'adhésion est libre, où il faut convaincre, voyez-vous. Donc, on n'est pas au niveau de la famille, non. La famille, donc sur le plan humain. Mais là, c'est la famille politique, où il faut convaincre. Alors, Deo Bizibou, sur ce plateau, il y a un cadre, un membre de l'Union sacrée de la Nation qui est passé pour affirmer que les instructions du président de la République pour l'élection au niveau des assemblées provinciales et à tous les niveaux n'ont pas été, voilà, les instructions n'ont pas été respectées par les différents partis politiques. Est-ce aujourd'hui, pouvons-nous dire, ou c'est que certains disent dans le couloir que l'Union sacrée de la Nation échappe au contrôle du président de la République? Absolument pas. Il faut prendre l'essentiel, le plus important. Quoi? Le plus important, c'est qu'il faut voir que nous venons d'avoir le bureau de l'Assemblée nationale. Et après autant de, voilà, de tractations et de tensions aussi, il faut le dire. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes arrivés. Est-ce que vous êtes en train de maquiller la réalité? On ne maquille pas. Ou vous ne voulez pas dire, oh, c'est qui se passe? Voilà, madame. Je parlais il n'y a pas longtemps d'une organisation humaine où il faut convaincre les uns les autres, où il y a des ambitions des uns et des autres, où il faut convaincre, discuter, négocier. Ça prend du temps, madame. Effectivement, nous constatons que ça a pris le temps, que ça a pris, mais l'essentiel que nous sommes arrivés. Madame, Messieurs, prenons à présent le premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. On se retrouve juste après pour un autre débat. Parfois, voire souvent, il n'en faut pas plus pour redonner de l'espoir et donc du sourire aux écoliers. Et ce jeudi 23 mai 2024, ces élèves du complexe scolaire Mokengeli à Lemba peuvent dire merci au président de la République qui, grâce au service national, vient de doter leur école des centaines de bancs tout neufs. De la part du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise ainsi que du service national. Sur ces instructions, le service national a fabriqué ces bancs avec les bâtisseurs. Sur les mêmes instructions du président de la République, il nous a été demandé, c'est lui qui a désigné l'école Mokengeli et qui nous a demandé de venir déposer le banc en son nom. Ça nous a fait énormément plaisir parce qu'il y avait plusieurs bancs aussi dans des écoles qui étaient déjà dans de mauvais état. Donc ça nous a vraiment fait un plaisir de voir tout ça. Le commandant du service national, émissaire de Félix Tshisekedi pour la circonstance auprès de ses élèves, appelle à une bonne utilisation de ces 500 bancs de 3 places assises, de quoi permettre à plus ou moins 1500 élèves d'étudier dans des bonnes conditions. C'est le début d'un vaste projet, souligne le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. On vient de commencer par Mokengeli, la semaine prochaine ce sera une autre école. Mais après-demain, ce sera une opération pour la remise de bancs destinés aux instituts supérieurs et aux universités. Nous allons le faire à l'université de Kinshasa. Et l'objectif du service national dans ce vaste programme, conformément à ces instructions, c'est que nous soyons en mesure
de donner de la place assise aux élèves et aux étudiants chaque année si le moyen suit, à 100 000 élèves et étudiants par année dans la ville-province de Kinshasa. C'est jouable. L'objectif du service national est clair, matérialiser l'une des visions du président de la République, notamment celle de permettre aux enfants et jeunes en RDC d'avoir accès aux mêmes conditions d'études où qu'ils se trouvent. La remise et reprise entre le bureau provisoire de l'Assemblée nationale et le bureau définitif a eu lieu ce vendredi 24 mai 2024. Christophe Mbosso Kodia, président provisoire, a cédé les bâtons de commandement à Vital Kamerhe en présence des autres membres du bureau définitif et de certains cadres de l'Union sacrée de la nation. Comme lors de son discours d'investiture, Vital Kamerhe a promis de redonner la dignité aux députés. Il a cependant invité ces derniers à travailler dans la discipline, l'efficacité, la loyauté envers la nation et la transparence. Au fait, le vecteur pour canaliser les attentes de la population. Et l'Assemblée nationale, dans ses missions, est là. D'abord, pour s'assurer si dans son programme d'investiture, Madame la Première ministre a tenu compte de ces desiderata. Est-ce que toutes les contrées du pays, toutes les provinces, toutes les questions, en commençant par la question sécuritaire, la question du quotidien, du social du Congolais, des infrastructures de base, la question de conjurer ce sort de malédiction de nos ressources naturelles qui nous attirent les ennuis. Comment on peut faire, et nous savons comment on peut le faire pour que désormais ces ressources naturelles constituent non seulement une chance pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde, parce que nous sommes au cœur de la transition énergétique. Et pour toutes ces raisons, nous devons restituer à la Chambre basse ses lettres de noblesse, au député national sa dignité et son honneur. Croyez-moi, ça sera fait. Il s'y est dénoté que dans les prochains jours, l'Assemblée nationale doit investir le gouvernement Judith Souminois avant d'aller en vacances parlementaires. D'après certaines sources, la composition de l'équipe gouvernementale pourrait intervenir ce week-end. Déo Bizibou, aujourd'hui il y a deux voix qui s'élèvent pour dénoncer la vie chère en République démocratique du Congo. Êtes-vous d'accord avec ces observateurs? Permettez-moi d'abord de revenir un tout petit peu juste en arrière par rapport au temps que nous avons pris à mettre en place les bureaux de l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Vous savez, les gens ont du mal à s'adapter avec la notion de la démocratie. Les gens ont vécu tellement la dictature dans ce pays depuis Mobutu, la Fidèle, le kabangisme et consorts. En ce moment-là, lorsque ce monsieur était à la tête de ce pays, il dictait. On voyait même pour l'élection du gouverneur, le président de la République quitter Kinshasa pour descendre dans les provinces, pour influencer, forcer la main aux députés provinciaux. Mais aujourd'hui, on vous accuse aussi de forcer la main dans certaines provinces. Avez-vous déjà vu le président de la République, son Excellence président Tshisekedi, descendre la vie d'une élection dans une province? Il ne le fait pas. Même la mise en place de ce bureau, vous avez vu, il laisse tout le monde, il laisse les acteurs libres de s'exprimer, discuter. Vous êtes fier discuter. De ce ticket présenté pour la Chambre basse du Parlement? S'il vous plaît. Parce que l'élection a eu lieu et que les députés ont fait le choix, sont des représentants, sont des élus du peuple. On fait le choix ou parce qu'on a dicté? On a présenté un ticket. S'il vous plaît. Ils ont élu le bureau. Chacun s'est exprimé par mot d'ordre, il faut le dire. Il n'y a pas eu de mot d'ordre. Je dis ceci. Les candidatures ont été présentées individuellement, n'est-ce pas? Chacun est passé déposer sa candidature. Mais c'est un ticket de l'Union sacrée. Exactement. Oui, qui a été choisi. Conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le ticket a été choisi. Choisi par le président. Il y a eu même parce qu'au sein de l'UDPS, il faut reconnaître qu'il y avait des individus, des députés qui avaient l'ambition de déposer leur candidature. S'il vous plaît, bien entendu, vous savez que dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle la discipline au niveau interne. Vous êtes élu de l'UDPS, naturellement que vous pouvez suivre
que vous suiviez les consignes, que vous puissiez suivre effectivement, parce mot d'ordre. On a des objectifs qu'on se fixe en politique. Alors voilà, mais chacun est allé voter. Il y a eu même des bulletins blancs dans cette élection. Parce qu'il n'était pas d'accord avec le mot d'ordre. C'est ça la démocratie exactement, madame. Je disais que les Congolais, nous les Congolais comprenons que on a encore, il y en a qui sont encore dans l'état des dictatures antérieures, de telle sorte qu'ils ne comprennent pas que les discussions, ça prend, bien entendu, ça prend du temps. Mais que voulez-vous? On peut pas voir une chose et son contraire. Il y a eu une déclaration le samedi venant de militants de l'UDPS Ituri qui exigent l'invalidation de leurs députés provinciaux pour haute trahison. Vous êtes au courant? Je suis au courant, je suis informé. Alors, mais comme j'ai dit, madame, il y a cette liberté d'expression, la démocratie a ses exigences exactement. J'aime résumer ceci en ceci. Ça, en ceci. Lorsque quelqu'un estime qu'il est lésé, il est libre de saisir les causes des tribunaux. Ce sont les causes des tribunaux qui nous départagent. Mais on se rappelle quand même qu'avant l'élection des gouverneurs, le secrétaire général Augustin Kabouya avait menacé de faire invalider certains députés provinciaux. Et là, il y a une demande qui vient des militants. Écoutez. Est-ce possible? Madame, l'UDPS va les faire? Pour invalider, lorsqu'un élu a été... Ces pouvoirs ont été validés. Pour l'invalider, la loi a tout prévu. Mais Augustin Kabouya l'avait quand même dit. Voilà. Il avait promis. Pour l'invalider, il y a toute une procédure. La loi reconnaît que lorsque un député national ou provincial quitte délibérément son parti politique, en ce moment, il est réputé avoir renoncé à son mandat. Voyez-vous? Je résume en disant, si quelqu'un estime qu'il est lésé par l'acte des membres du parti, d'un compatriote, ce sont les causes des tribunaux qui nous départagent. Mais le secrétaire, je rappelle, le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, l'avait dit tout haut. Qu'il va s'investir pour faire invalider ces députés provinciaux. Et là, on parle d'une haute trahison. Madame, politiquement, on constate que c'est impensable que... prenons, ça ne commence pas aujourd'hui. C'est comme en 2019, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ici, lorsqu'il y a eu l'élection des sénateurs. L'UDPS s'est retrouvé avec 0 sénateur, alors que nous avions un bon nombre de députés provinciaux là-bas. Mais on a constaté que politiquement, les députés provinciaux n'ont pas été fidèles au parti. Mais est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire Mais la loi ne donne pas le pouvoir au parti politique de décider d'invalider un élu. Donc c'était des propos non réfléchis de Augustin Kabouya ou propos politiques? J'ai dit ceci. Une menace? Madame, c'est un appel, c'est un appel à la prise de conscience de nos élus, exactement pour qu'ils se conforment, qu'ils votent selon les consignes du parti. Alors, mais nous constatons que nous avons encore un grand travail à faire. J'avais dit ça au début. Et là, ça se passe avec un parti au pouvoir qui nous a amené le slogan « Le peuple d'abord ». Donc, madame, la corruption, madame, le travail n'est pas du tout fait. Madame, le travail est fait. Mais c'est ça dans votre parti. Mais comme je vous ai dit, le cas est là, Ituri. Madame, l'adhésion au parti d'abord, il est libre. Ok? Quelqu'un adhère, il est libre. Lorsqu'il va, d'abord pour que vous sachiez qui a voté qui dans les élections là-bas. C'est quand on a eu 0 voix qu'on se rend compte que personne ne nous a voté. Mais une seule voix là, une seule voix, tout le monde viendra vous dire, c'est moi qui vous ai finalement. Donc un grand travail à faire d'abord dans le parti. J'ai toujours dit ceci. À tous les niveaux, il y a un travail à faire. Aussi dans nos partis respectifs. Et là, j'aime insister beaucoup en disant, surtout nous de l'UDPS, à notre niveau, qui avons fait 37 ans. 37 ans. De prêcher par l'exemple. Et j'aime insister en disant que nous, les chefs des partis politiques, nous avons un grand travail à faire. Pourquoi? Pour changer les institutions. C'est nous, les chefs des partis politiques, qui recommandons les gens dans ces institutions-là, qui devons d'abord changer pour qu'on envoie dans les institutions des bons fruits. Alors, la vie chère. La vie chère, madame, ce n'est pas seulement ici au Congo qu'on a la vie. Dommage que nous avons... Au Congo, c'est pire. Cette guerre qui est venue donc alourdir la situation. Il n'y a pas longtemps, madame. Il y a, je pense, 2 semaines... Votre excuse se base toujours sur la madame, guerre. Madame, j'arrive. Alors. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a un festival qui vient le festival d'Anoumambo, je pense, là où Papa Wembe est décédé.
sur scène. Il y a un Sénégalais qui sort une chanson. Il fait allusion à la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans cette guerre, il y a des dollars. Qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'avant cette guerre-là, on ne parlait pas vraiment des dollars là chez eux. Mais suite à la guerre, maintenant, la vie devient chère, très chère. Ils disent, dans cette guerre, il y a des dollars. Il y a, sur le plan international, donc le Congo n'évolue pas dans un donc on ne saurait pas avoir ici au Congo. Est-ce que la vie des Congolais vous intéresse? Est-ce que la situation inquiète l'Union sacrée de la nation? Madame, ou ce sont moi d'abord, donc l'individu d'abord? Vous avez passé un élément tout à l'heure ici, parmi les dossiers, où vous montriez une école, Mokengeli, réhabilitée sous Félix Antoine Tshisekedi, dans le cadre de la gratuité. C'est un ancien qui réhabilite son école. S'il vous plaît. Félix Tshisekedi est passé par cette école. Absolument pas. À travers le Congo, la gratuité, elle est en vogue. Et d'ailleurs, si Félix Antoine Tshisekedi est passé, donc chef de l'État pour un second mandat, vous savez pourquoi? C'est parce que à l'intérieur du pays où vous n'avez pas d'industrie, d'usine et consorts, les grands employeurs, c'est l'État. Les enseignants qui ont été mécanisés, les agents de l'État, tout ça. Oui, ils ont été mécanisés, c'est bien. Mais avec, aujourd'hui, on ne sait même plus un dollar s'échange à combien de francs congolais. Et vous parlez de la mécanisation, vous parlez de l'argent à ajouter, c'est bien. Mais lorsque ce fonctionnaire doit payer ses taxes en dollars, alors qu'il n'est même pas payé au taux du jour. Madame, moi j'appelle ça des douleurs d'enfantement. Pourquoi j'appelle ça douleurs d'enfantement? On vient de très loin. Il n'y a pas longtemps, nous étions dans ce pays où ce pays avait un budget de 3-4 milliards. Il n'y a pas longtemps, dans ce pays... Vous vous rendez compte que même les efforts de Félix Tshisekedi aujourd'hui ne se font pas sentir dans la vie des Congolais? Ces efforts se font sentir. Seulement que les attentes étaient tellement très très hauts par rapport à au taux de désintégration du Congo à ce niveau-là. Et puis, il y a eu aussi cette guerre. Où exactement le chef de l'État détermine le gouvernement à y mettre fin une fois pour toutes? Vous savez, quand vous n'avez pas une maison, lorsque votre maison est attaquée, la protection, ça devient maintenant de ce côté-là. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les gros de nos moyens sont orientés de ce côté-là. Vous voyez, on n'avait plus d'armée dans ce pays. L'armée n'était plus équipée, ainsi de suite. Mais maintenant, quand on voit aujourd'hui, aucun chef d'État n'a doté l'armée congolaise de ce qu'elle a aujourd'hui. Et c'est comme ça que cette armée-là, elle tient le coup. Exactement. Comment réagissez-vous à ceux qui pensent que l'Union sacrée n'aide pas les pays? Je pense que l'Union sacrée aide le pays. Voilà, il faut d'abord savoir d'où nous venons. On vient de très loin, où nous avions M. Kaba, l'ancien régime, qui ne voulait pas que les choses puissent évoluer. Et l'Union sacrée veut que les choses évoluent lorsque nous voyons dans des partis politiques qui envoient leurs enfants pour prendre des postes et puis tout ça. Madame. Des chefs qui ne veulent pas lâcher, des ministres qui veulent s'éterniser au pouvoir. Madame, vous parlez des enfants et consorts. Les bureaux dont vous parliez là-bas qui a été mis sur pied, qui est l'enfant de tel qu'il est là-dedans? Je n'ai pas parlé du bureau, hein, mais c'est ce que la communauté est en train de voir. Je ne vois pas. Bien entendu, on a des réformes à faire dans les jours à venir exactement, mais l'Union sacrée. D'abord, je voulais vous dire ceci. Nous avions Ilunga Lunkamba, qui voulait maintenir le pays à 3 milliards de dollars comme budget. 3 milliards. Ouais, vous ne voulez pas que le Congo puisse évoluer. Kabila est déjà parti. Il est pas exactement, nous sommes passés. Oui, Kabila est déjà parti, parce que c'était l'excuse que vous avez présentée hier. Nous sommes passés maintenant de 3 milliards. C'était la coalition FCC Cash, mais cette coalition... Nous sommes passés de 3 milliards aujourd'hui à 16 milliards. Et madame, les négociations du dossier Sikomine, on a évolué. Nous attendons 600 km à construire. On a déjà commencé, comme vous avez vu aujourd'hui. Le tronçon Bukavu-Kamanyola, on a déjà commencé, les travaux sont en cours, ainsi de suite. Les autres qui avaient signé ce contrat avaient vendu le pays. Mais quand Félix Tshisekedi arrive, eh ben, il renégocie. Donc, madame, de ce côté-là, les choses sont en train d'évoluer seulement. Comme j'ai dit, il y a une grande priorité, la reconquête de la souveraineté du pays à l'Est. On a l'impression que ce n'est que les partis au pouvoir qui voient que les choses évoluent alors que le peuple congolais souffre. Madame. Jusqu'à tel point que Gloria Singal a dénoncé une vie chère, la misère, et on a mis la main sur elle. Madame, je vous disais que nous ne visons pas le Congo et dans les conseils du monde entier. Ça veut dire dans la même conjoncture. Je vous ai fait allusion tout à l'heure ici au Sénégal, donc Ghana, ainsi de suite. Il y a deux pays où, voilà, il n'y a pas longtemps au Nigeria.
les problèmes de carburant, alors qu'ils sont producteurs de carburant. Voyez-vous? Donc de ce côté-là, bien entendu, il faut aussi se mettre en tête que Tshisekedi Félix a hérité d'une économie extravertie. Plus rien n'allait dans ce pays ici. Et ça continue dans ce sens? Non, absolument pas. Il redresse la pente plutôt. La pente est en train de se redresser. Alors, madame, messieurs, place à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Ce que vous évoquez par rapport à la révision constitutionnelle, c'est un bavardage. C'est un bavardage, pourquoi? Parce que jusqu'à cet instant, le Parlement n'est pas encore opérationnel. Comment est-ce qu'on va réviser la Constitution quand le Parlement n'est pas encore opérationnel? Comment éviter des sorties de fonds comme les sorties de forage? C'est ce qui nous préoccupe. Mais nous dire révision de la Constitution, levez-vous, marchez, chutez, faites ceci, non. Ce n'est pas au rendez-vous. Le Parlement n'est même pas là. On parle de quoi? C'est une question qui ne devrait pas alimenter la société, chers amis. La société est préoccupée par la faim. Il y a un creux dans le ventre de la population. La société est préoccupée par le manque d'électricité. La société est préoccupée par le manque du courant. La société est préoccupée par la flambée de prix de biens et services de première nécessité. Ce sont là les débats qui doivent alimenter les discours des politiciens. Mais apparemment, tout le monde est distrait. Ce n'est pas normal. Et même s'il fallait réviser la Constitution, le problème, il est où? Le problème, il est où? Aux États-Unis, on parle des amendements. La Constitution, c'est la charte, c'est l'acte constitutif d'un pays, n'est-ce pas? C'est le document de chevet d'un pays, okay, qui doit répondre à l'évolution de la société, qui doit être dynamique. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Il n'y a que la Bible qu'on ne peut pas réviser. Mais tout autre document fait de main des humains se doit d'être adapté au contexte. Vous prenez l'article 217 de la Constitution, où on dit que la RDC peut reconnaître, céder une partie de sa souveraineté à certains peuples. Vous voulez que cette disposition reste? Dites-moi un peu. Vous voulez que cette disposition reste? Vous oubliez que cette Constitution avait déjà subi une première modification en 2011, si je ne m'abuse. Ce sont des questions qu'on doit soumettre à des facultés de droit dans le département de droit public. Que ces experts réfléchissent de l'opportunité ou pas. Il y a des dispositions verrouillées. Je ne vois pas par rapport à celles-là, à ces dispositions qu'on pourrait y revenir de sitôt. On peut le laisser. Mais il y a d'autres dispositions qui se doivent d'être revisitées par rapport au contexte. Maintenant, on est dans la discussion mise en place du gouvernement. Qui seront membres du gouvernement? Qu'est-ce qu'on doit leur imposer? Ok, merci monsieur pour la question. C'est une question vraiment très épineuse. Vous voyez, 5 mois déjà, depuis que les élections ont eu lieu, ces élections chaotiques que tout le monde a décriées, mais qui se sont entêtés de les organiser avec beaucoup d'irrégularités. Vous voyez maintenant la conséquence, vous voyez comment nous avons chuté dans un chaos total. Rien ne va, rien ne marche. Ça prouve à suffisance que ce régime n'est pas à sa place, que c'est un régime qui doit vite aller à la retraite. Vous voyez, quand le président Jean-Marc Kabound a dénoncé cela, beaucoup ne l'ont pas cru. Mais vous voyez aujourd'hui le désordre qui règne. C'est un régime où il y a mon frère, mon camarade Ghislain Mouangi qui dit gangstérisme politique. Vous voyez, là où il y a des gens, des gangsters qui veulent s'entêter à mener le bateau, le peuple congolais vers le chaos. Vous voyez où nous sommes arrivés aujourd'hui. 5 mois après, il n'y a pas de gouvernement. Mais c'est quel pays? Comment est-ce que vous allez gérer les choses? Gérer, c'est prévoir. Mais comment ils vont prévoir les choses? Le lendemain, c'est chaotique. Ça ne promet rien. Ça ne promet rien du tout. Parce que l'union sacrée, c'était l'œuvre d'un fils, un digne fils du pays, vous le savez. Et quand il a commencé avec l'union sacrée, vous voyez, vous avez vu vous-même comment les gens ont adhéré, sans beaucoup de difficultés, sans beaucoup de peine, sans beaucoup de problèmes. Les gens sont venus simplement et humblement s'adhérer. Vous voyez, parce qu'il y avait un visionnaire, il y avait quelqu'un digne fils du pays qui menait les bateaux avec intelligence, avec sagesse. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez vous-même que cette union n'est plus une union sacrée. Beaucoup de problèmes au sein de l'union sacrée. Beaucoup d'incohérences.
des essais-erreurs, un régime d'essais-erreurs. Nous l'avons toujours décrié. Hein? Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de compétences, pas d'intelligence, pas des idées cohérentes. Vous voyez, les gens essayent des tâtonnements. Non, vous voyez, messieurs, ça ne devait qu'aboutir à ça. Rester dévoué à la cause de la paix dans son pays, principalement à l'est de la RDC. Au nom du gouvernement congolais, Peter Kazadi, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, a conduit une forte délégation à Luanda, en Angola. Bel accueil par la communauté congolaise vivant en Angola, qui s'est voulu reconnaissante à lui à cause de sa bonne application au sein du gouvernement. Non, c'est bon, c'est bon. Ici se tiennent les travaux de la 57e réunion du comité consultatif permanent des Nations Unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale. Des assises dont la réunion ministérielle a vécu la passation du pouvoir à la tête de l'UNSAC entre le Rwanda et l'Angola. Ainsi, sous la présidence de Tete Antonio, ministre angolais des Relations extérieures, le patron de la territoriale RDC pouvait tout le temps prendre la parole pour notamment dénoncer le comportement peu catholique de l'agresseur de son pays. Merci beaucoup, Excellence Président. Je pense que l'amendement proposé par mon collègue essaye tout simplement de faire avancer les choses. J'ai entendu en introduction le président, lors de sa présentation, dire que les conflits en République démocratique du Congo ne saura se résoudre que par la voie diplomatique. Et je pense que vous êtes témoin de l'engagement de mon pays à aller vers la solution diplomatique. À en croire le chef de la délégation de la République démocratique du Congo à ses assises, la situation sécuritaire de la RDC est caractérisée par la détérioration de la situation humanitaire des populations, avec plus de 6 millions de déplacés internes, le renforcement des effectifs de l'armée rwandaise sur le sol congolais, des attaques et des bombardements des localités de Rutshuru, Nirangongo et Masisi suite à l'agression injuste imposée au pays par le Rwanda, qu'il a qualifié d'un voisin belliqueux et hégémoniste. Toutefois, le gouvernement indique le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur reste ouvert aux efforts diplomatiques à travers les processus de Luanda et Nairobi pour mettre fin à cette agression injuste de Kigali à la RDC. Par ailleurs, la RDC s'est réjouie du fait que dans son communiqué final de la 1203e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, celle-ci a approuvé les déploiements de la mission de la SADC en RDC et a demandé à la Commission de l'Union africaine à collaborer avec la SADC en vue de définir les modalités de l'appui de l'Union africaine. Bien plus, la République démocratique du Congo se félicite également de la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, demandant à la Commission de l'Union africaine d'accélérer le transfert à la SADC de l'équipement de la base continentale de l'UIA à Douala en vue de soutenir les efforts visant à assurer la mise en œuvre efficace du mandat de la SADC. Signalons que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qu'accompagnaient ses collègues Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et Antipas Moussa Nyamwisi, ministre de l'intégration régionale, a regagné la capitale Kinshasa tard dans la nuit de ce vendredi 24 mai 2024. Alors, comment réagissez-vous à ces propos de ce membre du parti de Jean-Marc Kabunda Kabound qui parle d'un régime d'erreur, d'essai, un régime qui doit aller à la retraite? Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps de la difficulté à s'adapter partant des régimes dictatoriaux vers un régime démocratique. Beaucoup de Congolais ont en tête comment ça fonctionnait à l'époque où le chef de l'État s'imposait à son parti, aux autres partis partenaires, il s'imposait. Vous savez qu'aucun parti n'a pu avoir la majorité de l'Assemblée nationale, soit 250 plus 1. Aucun parti n'a pu l'avoir, ça veut dire. Et la Constitution a prévu qu'il faut alors mettre en place une coalition, c'est-à-dire
entrer en contact avec d'autres partis politiques pour faire donc la majorité de l'Assemblée nationale. Ça ne se fait pas en un jour. Il fallait 5 mois. D'où ça a pris 3 mois. Du temps. Maintenant, et vous êtes fier de ça? Et entre-temps, le pays est presque abandonné? Je ne suis pas fier de ça. Mais que voulez-vous? Entre-temps... Et le gouvernement aussi tarde à cause de vous, l'union sacrée de la nation. La Constitution a prévu des étapes en dans lesquelles les choses doivent se faire. Mais la Constitution n'a pas prévu 1 mois, 2 mois pour les discussions. J'arrive, madame. La Constitution a prévu qu'après les élections, il y a presque 1 mois pour les contentieux. Là, nous sommes au niveau des contentieux d'abord de la présidentielle. Après la présidentielle, nous avons presque 1 mois. Mais 5 mois déjà. Nous avons presque 1 mois de contentieux pour les députés nationaux. Toutes ces échéances là-bas. 3 mois. Dans 3 mois, on allait avoir le tout. Tout ça. Mais là, nous sommes déjà à 5 mois. Alors, je disais, madame, que les discussions, la démocratie a ses exigences. Voilà pourquoi exactement. Il y a des personnes qui sont en train qui ont émis l'idée de revoir la Constitution pour que ça permet d'aller très très vite. Est-ce que c'est la Constitution qui a demandé à l'UDPS, à l'Union sacrée, de prendre 1 mois déjà depuis la nomination de Judith Suminwa, 1 mois aussi pour donner les animateurs pour le gouvernement? Je vous ai parlé de cette réalité-là, où aucun parti n'a à lui tout seul la majorité. Si nous avons, nous, UDPS, la majorité, 251, c'est déjà fini depuis longtemps. C'est la Constitution qui vous a donné. N'oubliez pas aussi que la politique est fait des réalités, des subtilités. Ce n'est pas lorsque vous avez l'M23 qui est en guerre à l'Est, où nous assistons à des personnalités qui vont de l'ancien régime, qui vont se joindre à ces gens-là, que vous allez causer des frustrations. Ça veut dire quoi? On est obligé, parfois à son corps défendant, de prendre en compte X, Y pour ne pas donner le prétexte. Tout ça, il faut intégrer tout cela. Entre-temps, il n'y a pas longtemps, il y a 1 semaine, il y a eu ce qui s'est passé au Palais de la Nation. Nous allons en parler. Voilà. Tout ça mis ensemble, averti pour dire, il faut faire attention. Ce sont des subtilités dont il faut prendre en compte quand on est en politique. Et faisons exactement, depuis la prise de pouvoir, si vous vous rendez compte que ces subtilités-là, il en tient compte. Il en tient compte pour ne pas laisser des prétextes. Au point de marcher même avec ceux-là qui étaient en face de nous hier. Et nous évoluons. Vous êtes au cadre du parti présidentiel. Oui, madame. Qu'est-ce qui bloque la sortie du gouvernement? Madame, c'est imminent. Je vous parlais il n'y a pas longtemps ici de ce qui s'est passé il y a 1 semaine. Est-ce que vous savez que, en prenant en compte cela, vous avez la notion aussi de l'équilibre politique, du moins, l'équilibre entre nos provinces dans le gouvernement. Donc l'Union sacrée a été incapable de le faire en 1 semaine? Laissez-moi vous dire ceci. J'ai une expérience. Je suis ancien président fédéral de l'UDPS, Fédération de Bukavu. Pour seulement remanier un comité fédéral de 44 personnes. Parfois, vous regardez vos collaborateurs, qui je mets dehors, qui je laisse. Déjà au niveau du comité fédéral. Maintenant, quand on est maintenant au niveau de l'État, dans la conjoncture dont je vous ai, dans les contextes, l'environnement dont et donc à laquelle je faisais allusion là, qui vous dit par exemple que parmi les personnalités qui étaient déjà listées, ministrables, qui vous dit qu'il n'y en a pas qui sont sous enquête maintenant, en train de vérifier les accusations par rapport à tout ce qui s'est passé? C'est possible. Entre-temps, il y a une réalité aussi, c'est qu'il fallait, entre le bureau de l'Assemblée nationale qui a été mis sur pied, il y a des personnalités qui ne sont pas là-dedans, qui sont attendues au gouvernement. Tout ça, quand vous changez une seule personne dans le dispositif, ça affecte l'équilibre national. Et là, il faut revoir. Donc, il y a des subtilités quand on compose le gouvernement, et comme le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, veille à ce que la plupart des membres se retrouvent, qu'il n'y ait pas de malaise, qu'on ne donne pas prétexte aux uns aux autres pour dire si cela, non, voilà. Et bien, comme il est grand rassembleur, effectivement, ça nous conduit à ça. Alors, on accuse l'UDPS de vouloir changer la constitution en passant par les Congolais de la diaspora pour éterniser Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir. Je vous ai
parlez de cette liberté d'expression pour laquelle nous, UDPS, nous sommes battus depuis peut-être longtemps. D'ailleurs, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas un parti. C'est comme ça que les gens sont parfois surpris. Nous sommes battus dans ce pays pour la liberté d'expression. Voilà pourquoi, dans nos partis respectifs ici au Congo, vous n'aurez jamais un parti politique où les gens s'expriment librement comme chez nous, l'UDPS. Parce que nous sommes champions, nous sommes battus pour cela. Et vous vous cachez derrière la liberté alors que les choses vous échappent. Les choses ne nous échappent pas, madame. Oui, c'est ce que certains observateurs disent. Qu'est-ce qui nous échappe? Le contrôle même du parti. Madame. Et il y a des voix qui estiment que, vous l'aviez suivi, ce membre de Jean-Marc Kabounda Kabound qui dit que quand Kabound était là, tout était mieux. Celui-là ne peut dire que ça. Le débat interne à l'UDPS ne commence pas aujourd'hui. Même sous Etienne Tshisekedi Moulumba de mémoire. Moi, ça fait 33 ans dans ce parti. On a assisté même au départ des fondateurs. On a assisté à beaucoup de choses. Ça veut dire que je vous ai dit que même dans la famille, il ne manque pas de problèmes. Il y a des familles, des personnes nées de père, même mère, avec qui ne se parlaient pas. Quand vous allez dans les cours des tribunaux, vous trouvez un procès qui oppose papa à son fils, fille à sa mère, alors qu'ils ont le même sang. Que voulez-vous alors, madame? Nous, l'UDPS, nous sommes là, nous sommes battus pour la liberté d'expression. Donc nous constatons quoi? Révision de la Constitution. Voilà. Les Congolais de l'étranger, lorsqu'ils ont parlé au chef dans la salle, il leur a dit, quand ils insistaient, ne faites pas de moi un dictateur. Non. Et moi je vous dis, au nom de l'UDPS, nous n'avons, je suis chargé des questions politiques et des questions administratives du parti. Nous n'avons pas à l'ordre du jour le changement de la Constitution. Nous avons, comme j'ai insisté ici, nous avons à l'ordre du jour qu'on récupère la souveraineté nationale, qu'on chasse le Rwanda du territoire congolais. Mais on va... D'abord, le reste viendra. On va quand même se rappeler que lors d'un meeting, avant même que le président de la République fasse le déplacement et puisse échanger avec la diaspora, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, avait même dit, qui vous a dit que Félix-Antoine Tshisekedi va partir? Vous vous rappelez? Non, j'étais à cette manifestation-là, j'étais là. Alors, il a posé la question, qui vous a dit que c'est le dernier mandat? Qui vous a dit que, oui, c'est le dernier mandat? Mais madame. Est-ce que ce n'était pas parce que derrière cette parole, il y avait déjà l'idée de la révision de la Constitution? L'honorable Augustin Kabouya est secrétaire général du parti. Ce mandat, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi a d'abord eu le mandat de l'UDPS comme candidat. Quand l'honorable Augustin Kabouya dit, qui vous a dit que c'est le dernier mandat? Beaucoup de gens n'ont pas complété. Ce n'est pas le dernier mandat pour l'UDPS. Ah, c'est ce qu'il a voulu dire? Mais c'est ça. Nous continuons à concourir. Il n'a pas cité Félix-Antoine Tshisekedi. Il a seulement dit, qui vous a dit que c'est le dernier mandat? Je vous mets au défi. Donc il parlait du mandat pour... Trouvez-moi cet élément-là, où il dit, qui vous a dit que c'est le dernier mandat pour Félix-Antoine Tshisekedi? Non. Il a dit, qui vous a dit, non, il y a qui mandat sous Kandé Yangoy. Mais lui, comme secrétaire général du parti, mais il envisage... Donc il ne parlait pas de Félix Tshisekedi, il parlait du parti. La dame faisait allusion, vous faisiez allusion tout à l'heure là à la dame... du parti de Jean-Marc Kabounda Kabound. Mais Jean-Marc Kabound, quand il était secrétaire général, il disait quoi? Nous allons conserver le pouvoir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Il était qui secrétaire général? Mais qu'est-ce que nous disons aussi? Au nom de l'UDPS, je suis présent ici dans votre studio, ici, je dis, nous sommes là pour conserver le pouvoir le plus longtemps possible. C'est ça la vocation même d'un parti politique. Ça veut dire quoi? Moi là qui suis devant vous, je rêve ces changements radicaux, qui parfois, mon caricature est radical, d'Etienne Tshisekedi Moulumba de mémoire. Je le rêve. Alors si 2 mois plus tard, l'UDPS s'invite au débat de la révision de la Constitution, parce que vous avez dit que ce n'est pas l'ordre du jour, vous êtes préoccupé par la vie de Congolais. Comme responsable, je dis ce n'est pas l'ordre du jour. Donc vous n'allez pas en parler jusqu'à la fin du mandat? N'amenez pas les intentions. Vous n'allez pas en parler jusqu'à la fin du mandat? Nous n'interdisons pas aux Congolais pour lesquels nous sommes battus pour épouser la liberté d'expression.
on ne peut pas interdire à un Congolais de développer son idée, sa pensée. Non. Mais nous, comme UDPS, le parti de feu Etienne Tshisekedi Mulumba, dont fait Antoine Tshisekedi. Mais pourquoi les politiques se déchaînent sur vous? Je dis, je suis responsable du parti. Les non-dits de la communication, c'est pas. Nous n'interdisons pas aux Congolais de s'exprimer. Alors, nous, on n'est pas là. Avant de prendre ce troisième dossier, vous avez suivi l'annulation de l'élection du gouverneur du Congo central. À un moment, vous avez été dans cette partie de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision? Oui, comme vous disiez, j'étais là. Effectivement, j'ai fait mes premières armes, j'ai fourbé mes premières armes en politique au Congo central, à Boma, pratiquement. Et Boma et ces provinces qui a fait de moi, qui m'a beaucoup donné. Comme je disais, l'état de droit, madame. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir et tous nous devons être soumis. Nous devons être soumis, être égaux devant la loi. Et que l'instrument que le pouvoir judiciaire nous départage. Il n'y a pas longtemps que j'ai dit, si quelqu'un trouve qu'il n'est pas d'accord avec, il est indifférent avec quelqu'un d'autre, eh bien, chacun a son point de vue, on saisit les causes des tribunaux. Et quand les causes des tribunaux ont tranché, on se soumet et on évolue. Prenons à présent un autre dossier de notre rendez-vous de la semaine. Le troisième, nous allons parler de ce coup d'État raté en République démocratique du Congo. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais les parvis du Palais de la Nation portent encore des stigmates de la violence des combats de ce dimanche matin. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en deux groupes. Un premier groupe, conduit par le chef de file, Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés au privé cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamerhe dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqué immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée du renfort, les groupes des sieurs Christian Malanga a pris la direction du Palais de la Nation, se servant même de la Jeep escorte de la police affectée chez Vital Kamerhe et dont les conducteurs avaient été préalablement neutralisés. L'escorte criminelle a foncé la barrière du Palais de la Nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe de assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages le long du fleuve. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé les feux sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur aventure. Aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leur chef, ont été tués et plusieurs autres capturés. Ainsi qu'on peut le constater dans ces images tournées par les forces de défense et de sécurité au moment des combats, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans les marécages le long du fleuve au Palais de la Nation. Au moment de notre tournage, le nettoyage s'est poursuivi encore le long du fleuve. C'est en ce moment que ce militaire déguisé en fou a été capturé. Il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie des corps habillés. Et c'est à cet endroit que Sieur Christian Malanga, non autrement identifié, a été tué par nos forces de défense et de sécurité qui le poursuivaient alors qu'il tentait de joindre un groupe important dissimulé dans la boue ici au bord du fleuve Congo. Il tentait donc de traverser sous d'autres cieux. Un homme identifié comme un citoyen américain a même été appréhendé au milieu du fleuve alors qu'il tentait de traverser ces 7 km à la nage. La communauté internationale, dont les États-Unis, la France, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, l'Angola, la Mozambique ou le Mozambique et tous ces pays environnants, comme le Kenya, l'Ouganda et consorts. À l'issue de ces putsch, nous avons constaté que notre peuple a été trahi par ces pays cités qui se disent civilisés.
Il est inadmissible de voir qu'à l'aube de ces siècles, qu'il y a encore des méthodes putschistes. C'est honteux et nous déclarons un soutien total à notre président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et cela au nom du peuple congolais, du mouvement debout congolais du Dr Kankou. Chers compatriotes, ne cédez pas à des manipulations. Ne cédez pas à toutes ces formes de désinformation et d'intoxication, car l'Est est en train d'avancer pour que nous puissions conquérir tous les territoires. Et pour cela, attachons-nous au président pour qu'il puisse encore doter de grands moyens au phare de ceux que nous applaudissons au Wazalendo. Soyons tous des Wazalendo, que ces putsch ne nous dispose pas de distraction inutile. Ces putsch est passager et l'échec a été puissant. Nous regrettons que nous avons collaboré avec l'EAC, hypocrite, la France hypocrite, Brazzaville, Sassou, Nguesso hypocrite, et tous ces gens-là, les Kenya, les Rwanda, l'Ouganda, qui ont aussi été à la base de la préparation de ces putsch. Car toutes les réunions se sont tenues à l'Occident et en Afrique, au Congo-Brazzaville, sont maintenant très bien connues et que le complot a été au niveau international. Quitte à nous les Congolais à être vigilants pour que de tels putsch ne se répètent pas et que ceux qui ont été les commanditaires de ces putsch subissent la loi. Effectivement, je suis avec désolation tout ce qui s'écrit, se raconte dans les réseaux sociaux contre l'Église catholique autour de cette histoire. Je commencerai par dire qu'on nous lance, on jette les pierres que sur un fruit mûr. Donc ça, c'est déjà à considérer. Mais j'aimerais me résumer à rassurer aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté autour de tout cela. J'ai retenu trois choses. Il y a une photo dans laquelle on retrouve monsieur Christian Malanga entre Monseigneur Utembi, président de la Senko, et Monseigneur Ambongo, alors vice-président de la Senko. Donc, avoir le décor de la photo, c'était probablement en 2017, lors de leur plaidoyer, pendant que le président Kabila était encore président de la République. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces deux évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. Deux, il y a des gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal Ambongo auprès du chef de l'État, avec un des assaillants, un de peau blanche qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vital Kamerhe et le palais du Plèbe. Il s'agit de deux personnes différentes. D'ailleurs, au moment où s'est passé ces événements à Kinshasa, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal chez le président, était avec moi à Kananga. Donc il n'a pas la faculté de la bilocation. En troisième lieu, il y a une vidéo où on parle de Monseigneur Wakumba qui raconte ce que vous avez entendu là. Après recherche, il s'agit d'un abbé incardiné au diocèse de Lissala qui vit comme un électron libre en Italie. Donc c'est quelqu'un qui combine les choses, qui n'honore pas l'Église catholique, et quelqu'un dont le dossier est traité au niveau de la hiérarchie de l'Église à cause de son comportement. Et personne, ni son évêque, ni le prêtre de son diocèse, ni les gens de la personne ne sait comment il a eu le titre de Monseigneur.
Quelle est votre analyse de cette tentative de coup d'État? Comme vous savez, madame, dans ce pays, d'abord, nous évoluons dans un environnement où, avant d'aller aux élections, il y a eu des tweets de l'ancien général John Numbi. Il y a toujours eu des menaces de la part des anciens régimes, principalement les membres de l'ancien régime. Je parle du général John Numbi, qui tweetait pour dire « on va vous chasser, on va vous chasser ». On a suivi des vidéos tournées il y a très très longtemps de M. Christian Malanga, à travers le monde, en train de se préparer pour prendre le pouvoir ici au Congo. Quand vous suivez bien, vous savez, peut-être il faisait filmer parce qu'il savait qu'il atteindrait son objectif, que finalement il aurait des documentaires. On a même suivi sa maman. Exactement. Qui a apporté son soutien à son fils. Voilà, donc tout ça, donc l'intention était déjà là en ce qui concerne M. Christian Malanga, qui est déjà présenté comme étant le président, dans certaines vidéos, président de la République, retour aux Zaïre, tout ça. La préméditation était là. Mais nous laissons à cette étape ici, nous félicitons nos services et de sécurité qui ont fait un travail, qui ont déjoué cette tentative-là. Mais comme je disais quand nous parlons du gouvernement ici, on n'agit jamais seul sans complicité. Voilà et pourquoi nous devons laisser, comme j'ai dit, que chacun doit faire son travail. Nous laissons maintenant les investigations qui sont en cours pour qu'on puisse déceler les responsabilités des uns et des autres. Mais déjà, en tant que politique, pensez-vous, comme certains, qu'il s'agit d'un complot international, de lors que sur les personnes qui sont tombées dans les filets des forces armées de la République, il y a eu plusieurs étrangers? Madame, d'abord, il n'y a jamais eu un coup d'État qui n'ait pas de ramifications à l'extérieur du pays. Les coups d'État, généralement, ils ont des ramifications à l'extérieur. Mais n'oubliez pas que le chemin sur lequel se trouve Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui, c'est le chemin pratiquement vers la fin de Moselle et Laurent Kabila, c'est le chemin pratiquement de Patrice Emery Lumumba, qui réclamait que les Congolais soient maîtres de leur destin. Et cela dérange l'extérieur? Mais comment? Tous ceux dont nous souffrons ici, qui en sont les grands bénéficiaires, et pas seulement nous. Regardez à travers l'Afrique aujourd'hui, l'éveil de conscience. Les Africains de plus en plus sont conscients que les rapports doivent changer entre nous les Africains et les Occidentaux, et ainsi de suite. Quand vous suivez le chef de l'État lorsqu'il parle de ces rapports, les rapports entre le Congo et les Occidentaux, il dit les Occidentaux doivent changer maintenant de regard. Ce n'est plus comme hier où ils doivent nous considérer aujourd'hui, nous les Africains, nous les Congolais, comme étant des partenaires, pas des partenarialismes. Le chef d'État dit ça. Ils ne sont pas contents aujourd'hui. Regardez, aujourd'hui, nous avons les usines qui produisent le carrelage. Nous avons aujourd'hui au Congo ici, pour fabriquer le fil conducteur d'électricité, et donc avec le cuivre. Ça se fait maintenant ici à Kinshasa, au Congo. Vous pensez que là-bas, envers ils sont très contents? Ils ne sont pas contents. Lorsque Félix-Antoine Tshisekedi dit que tous les produits miniers doivent être transformés ici. C'est un manque à gagner pour eux. C'est un manque à gagner pour eux. Ils ne seront jamais d'accord. Alors comment réagissez-vous, répondez-vous à ceux qui estiment que c'est juste un scénario monté par le pouvoir en place? Madame, comment un scénario? Lorsque les vidéos sont disponibles où on a vu M. Malanga avec tout un arsenal, où il apprend à tirer sur les champs dans des champs de tir. Avec sa femme. Donc, l'intention, c'est depuis des années. On vous apprend comment l'homme a commencé depuis les années 2000, tout ça. Comment ça peut être encore un montage? L'intention de nuire était là. Dieu merci que nos services. Et de l'autre côté, Martin Fayulu qui a réclamé aussi sa protection, qui demande à la MONUSCO de le protéger. Mais pourquoi à la MONUSCO? D'abord, nous constatons que nous avons... M. Fayulu a été candidat président de la République dans ce pays. Chaque fois quand on va aux élections, on donne une garde au candidat président de la République. Je constate que nous avons une unité de protection de VIP au niveau de la police. Toute personne qui se sent menacée demande la garde. On la lui donne. Il n'y a jamais eu de problème, à ma connaissance, entre la police et M. Fayulu. Absolument pas.
Donc je pense que c'est un opposant qui veut juste monter les enchères, manifester qu'il est là. Du moins les élections. Manifester qu'il est là. Sa présence. Sa présence. Mais je constate qu'il y a eu des élections dans ce pays. Vous allez voir qu'aux prochaines élections, ceux qui prétendaient peser 50, 100 et ainsi de suite, plus on va évoluer, plus il y aura moins de candidatures. Vous allez voir. Donc, là où il y a eu mort d'homme, là où on a vu quelqu'un se préparer depuis très très longtemps. C'est Al-Kaméré qui a perdu de ses gardes. Et c'est ici que je voudrais insister, Madame Massiko, parce que vous avez fait intervenir Monseigneur Labin Cholet. Je vous ai parlé ici des organisations humaines où il y a des imperfections. Nous parlions ensemble là de nos partis politiques. Madame, dans les partis politiques, on ne dit pas au nom de Jésus. Non. Là, dans les églises, c'est au nom de Jésus. Si déjà dans l'église, vous avez, Monseigneur, il dénonce l'existence des brebis galeuses qui ne contrôlent pas, qui vont jusqu'au Vatican. Mais là où je voudrais insister, c'est que l'église catholique doit faire une certaine introspection sur le rôle qu'elle a eu à jouer et qu'elle joue encore. Madame, regardez. Pourquoi? On ne débarque pas dans une église quand vous voyez les vidéos de M. Christian Malanga. Dans les églises, dans des cérémonies. Qui se font identifier comme prêtre. Madame, vous ne débarquez pas à Fatima pour organiser une cérémonie dans l'église. Et la cérémonie commence du début à la fin. Absolument pas. Vous remettez en cause le propos de Monseigneur Donatien Cholet? Nous sommes ici au Congo, madame. Qui oublie qu'avec la gratuité de l'enseignement primaire apporté par le chef de l'État, l'église, beaucoup d'entre eux, ils étaient opposés. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que... Donatien Cholet qui était en premier lieu, non? Je n'ai pas le cité. S'il vous plaît. Je parle de l'église catholique. Pas seulement l'église catholique. Que ce soit l'église protestante, que ce soit... Il y en a. Tous ne sont pas bons. Les mauvais aussi, il y en a. Donc quand vous avez fait affaire à une association d'individus, église, partis politiques, il y a des bons, des moins bons et des très mauvais. Et qu'est-ce que vous recommandez à l'église catholique? Vous êtes en train de le dire? Mais nous avons suivi que parce que les Congolais insistent, disent, à un moment donné, Labin Cholet a dit, non voilà, la Seigneur est en train de réunir les conditions pour qu'un leader courageux sorte de quelque part et prenne le pouvoir. Et même les Congolais se posent la question, quand on voit ces ramifications-là, Christian Malanga, dans les églises, en train de reçu à gauche à droite. Donc, vous voulez dire que Monseigneur Donatien ce leader courageux là-bas était au courant? On se pose des questions. Est-ce que ça ne serait pas celui-là? Avoir les préparations, c'est que les messieurs... les déclarations de la Senco. On se pose des questions. Alors, comme je dis, madame, laissons les services, laissons les investigations continuer. Parce que vous savez, les téléphones parlent. Lorsque vous prenez le téléphone de quelqu'un, comme Christian Malanga et ses collaborateurs, les services vont travailler pour déceler. Ils étaient en communication avec qui? Les communications, on va... Donc, bref, laissons les investigations se terminer, donner des conclusions pour... Alors, vous êtes au cadre du parti au pouvoir. Dites-nous, soyez sincères, hein? Même si on a vu sincère, madame. Le cardinal Ferdinand Mbongo avec le président de la République, vos relations avec l'Église catholique? L'Église, comme je vous disais, il y a des bons comme les partis politiques, toute association humaine. Les bons, les moins bons, ça, les mauvais. Vous l'aviez dit, vos relations. Il y en a. Parce qu'on a l'impression que ça ne va pas. Il n'y a pas de problème. Avec l'Église catholique, il n'y a pas de problème. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, Monseigneur le cardinal est allé voir le chef de l'État. Il a dit, les divergences sont aplanies. Il y a eu... Ah donc avant, il y en avait Avant, il y en avait. Mais c'est lui qui le dit. Qu'il y avait eu... Soyez des interprétations suite à ces sorties. Soyez sincère. Madame, il y en avait. Madame, ce n'est pas moi qui parle. C'est Monseigneur, le cardinal. Mais vous êtes au cadre du parti présidentiel. Je dis ceci. Le cardinal a eu à faire des déclarations dans les homélies, ainsi de suite. N'est-ce pas? Et quand il va voir le chef de l'État, il n'était pas seul. Il est accompagné par un émissaire du Vatican. C'est lui qui dit. Vous avez son interview. Et c'est lui qui dit, non, il y a eu beaucoup d'interprétations, mais maintenant là, il n'y a plus de problème. Ça, c'est pas moi qui le dis, madame. Place à présent à la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo, la sécurité en RDC.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris ce mercredi 22 mai 2024 8 localités des mains des rebelles du M23 soutenues par l'armée rwandaise, a indiqué le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaiko. Les militaires congolais ont lancé ce matin une offensive contre les M23 dans les territoires de Massissi. Les opérations sont en cours et l'armée loyaliste contrôle désormais les localités de Bweru, Biambwe, Mema, Kaniro, Kavumu, Kasake, Kachovu et Bitonga après la débandade du RDF, a déclaré le lieutenant-colonel Njike. Les combats qui ont opposé l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles M23 se sont aussi poursuivis toute la journée du mercredi sur les collines sur Plomba, l'axe Bweremana, Chacha dans le sud du territoire de Massissi. Selon certaines sources proches de l'armée congolaise, les FARDC ont aussi repris des mains des rebelles le contrôle de certaines collines autour de Ndumba. Sur l'axe nord, dans les territoires de Rutshuru, le calme est rétabli ce soir après des violents combats dans la matinée autour de la Rwindi. Sur cet axe, les sources locales précisent que les lignes n'ont pas bougé, les belligérants maintiennent leur position. Il s'est signalé que ce jeudi 23 mai 2024, au moins 3 autres bombes larguées par les rebelles M23 sont tombées près d'une école de Roudaouba à Minova sans faire de victimes. 2 autres obus sont tombés le mercredi sur la localité de Bweremana dans la matinée. C'est bon, c'est bon. Dans son allocution, le ministre de l'Intérieur a laissé entendre, s'agissant du coup d'État, a laissé entendre que c'était une surprise. Et cela inquiète quand même le peuple citoyen, que voir que le ministre de l'Intérieur parle d'une surprise. Bon, vous savez, nous avons la polysémie des mots, on en parle en linguistique. Je pense le fait qu'on ait anticipé, qu'on ait mis l'ennemi hors d'état de nuire. Voyez-vous, c'est ce qui est très très important. C'est ce qui est très important. Et parce que regardez, parce que si les services n'avaient pas anticipé, vous savez, lorsque quelqu'un a un coup d'état, on se prépare. On ne peut y faire échec que si on sait bien s'y prendre. Alors aujourd'hui, beaucoup des Congolais s'inquiètent quand même de voir le travail de Peter Kazadi comme ministre de l'Intérieur. Alors vous, comment est-ce que vous trouvez ces actions depuis qu'il est à la tête de ces ministères? On a relevé le défi? Chacun, comme j'ai dit, madame, chacun, la liberté d'expression oblige, chacun peut apprécier, voilà. Mais qui apprécie le ministre? Le ministre est apprécié par la représentation populaire
du peuple. Ça veut dire le Parlement. C'est comme ça qu'il a ce qu'on appelle, il a la notion d'interpellation, il y a la notion où le Parlement interpelle le ministre, question orale avec débat, sans débat, la motion de censure, tout ça. C'est une question difficile pour vous, en tant que membre du parti du ministre lui-même? Je dis ceci, madame, il est question de compétences. L'Assemblée nationale, les députés nationaux apprécient l'action du ministre. Et c'est comme ça exactement, comme nous venons de mettre en place, malheureusement pour lui, parce que malheureusement, et par rapport à ça, parce que le nouveau gouvernement va entrer en fonction, malheureusement, on aurait souhaité qu'il soit interpellé par l'Assemblée nationale et qu'il s'explique. Mais nous constatons qu'il y a quand même certaines initiatives qu'il a eu donc à prendre, et où on a vu à l'époque là où il y avait le phénomène de... quand on disait que... On enlevait les jeunes gens ici, enfin les gens ici à Kinshasa pour les amener, les tuer, on parlait même extraction d'organes, donc ainsi de suite, organes génitaux, voici, mais quand même, il est intervenu, il a mis en place, il a eu, je pense, un procès en flagrance devant le ministère de l'Intérieur ici. Voilà, et ce phénomène-là n'a plus continué. Il y a le phénomène Mobondo, il s'est impliqué. Voilà, le Congo fait face à des défis. Et ces défis, c'est à la dimension du pays. Comme vous savez, on ne veut pas laisser le Congo tranquille. Heureusement que nous avons un chef de l'État qui est là, qui sait s'y prendre. Et je vous ai dit plusieurs fois ici que moi, Félix Antoine Tshisekedi, c'est sa capacité de faire face à la situation d'endurance et me dépasse. Parce que si c'était quelqu'un d'autre, je vous assure, vous avez les coups de terre ici à gauche, vous avez les M23 là-bas, les bombes qui tombent là-bas, et puis ainsi de suite. Eh ben, j'aime chaque fois insister en disant ça. Voilà pourquoi les gens disent qu'il est dépassé. Il n'est pas dépassé. C'est l'homme de la situation. Félix Tshisekedi. C'est l'homme de la situation. Vous savez comment Dieu agit? Dieu agit comment? Dieu agit. Je me rappelais que Félix Antoine Tshisekedi à Genève, il n'était plus prévu qu'il soit candidat. Il avait cédé, il avait laissé. Mais comment est-il revenu dans le jeu, être chef de l'État? Oh, c'est un homme qui est sincère. Moi, j'ai travaillé avec lui quand nous sommes encore dans l'opposition. Mais voilà, on nous reproche cette sincérité. On ne gère pas le pays avec l'amour. Madame. La politique, c'est autre chose. Je vous ai dit, voilà. Qui avait supposé, qui avait pensé? Moi, je n'avais jamais pensé que Tshisekedi mourrait sans avoir l'impérium dans ce pays. Tshisekedi, le Sphinx. Aucun membre de l'UDPS n'avait pensé que cet homme mourrait et que l'UDPS aurait le pouvoir juste après. Et par qui encore? Par Félix Antoine Tshisekedi. Beaucoup de gens voyaient que dès que le vieux mourait, l'UDPS aussi mourait. Alors bien au contraire, l'UDPS accède au pouvoir. Et par qui? Par Félix Antoine. C'est cet homme-là. Il joue un rôle. Si c'était quelqu'un d'autre, vraiment je vous assure, la situation serait déjà dégradée. Mais il fait face à la situation. Jusqu'où voilà, Félix Tshisekedi va continuer à gérer le pays. Madame, avec j'arrive. Vous savez son cœur sincère, avec cet amour. Vous savez ceux qui l'ont surnommé béton. Moi, je leur donne raison. C'est peut-être inconsciemment qu'ils l'ont surnommé béton. Vous savez, les bétons, vous tapez dessus. Vous tapez dessus, vous faites mal. Vous tapez dessus, vous faites mal. Quand vous voyez l'environnement dans lequel Fachi Béton évolue, c'est un homme qui aurait même pu craquer depuis longtemps. Non, mais l'homme, le béton, il est là. Alors, dites-nous, c'est ce béton-là, madame. L'Est de la RDC. Madame, l'homme qui fait face à Kagame aujourd'hui et à la communauté internationale, ce n'est plus Félix Tshisekedi que nous avons connu à l'imiter comme président de l'UDPS. C'est Félix Tshisekedi maintenant, c'est pratiquement son père que moi j'ai connu, qui faisait face. Donc, vous voulez dire que c'est l'espèce qui s'était incarné dans Félix Tshisekedi? Madame, moi je le crois. Mais la population ne le voit pas ainsi. La population a deux fois, certains réclament même le Sphinx. Je vous parlais des douleurs d'enfantement et des réalités liées à la démocratie où les gens s'expriment. Je vous ai même dit que même au sein du parti, sous Tshisekedi Mulumba, les discussions, il y en avait. Il y en avait, des fondateurs, des divergences. Vous êtes de l'Est. Madame, oui, madame. Déo Bizibou, dites-nous aujourd'hui, Nord Kivu, Ituri, deux provinces aux états de siège, malgré les différents déplacements du président de la République, les efforts, la diplomatie, la situation
reste presque la même, on continue à tuer. On continue à tuer, madame, je vous disais que, je résume en disant ceci. La guerre, elle est là. Le plus important, c'est de gagner la guerre. En combien de temps? En combien de temps? En combien de temps? Nous ne savons pas. Mais les efforts sont là. Chaque fois, je vous résume en vous disant ceci. Le Rwanda a décidé en peu de temps de prendre tout l'Est. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors que Félix... Et l'armée, et si vous demandez à l'armée aujourd'hui, les budgets qui étaient alloués à l'armée aujourd'hui, l'armée n'avait jamais eu les moyens qu'elle a aujourd'hui. Mais il y a aussi des stratégies militaires. Ça veut dire, le Rwanda qui s'est préparé à cette guerre, qui a même contrôlé le Congo pendant longtemps, jusqu'à avoir un chef d'état-major général qui s'appelait James Kabarebe, vous ne mettez pas fin du coup. Non. Félix Tshisekedi, séduit par le discours de Macron et au lendemain, quelques jours après, son pays qui signe encore des accords avec le Rwanda, finalement, qu'est-ce qu'il faudra faire? Madame, d'abord, je voulais vous dire que ceux qui attendraient que la solution vienne de l'étranger, moi je le dis chaque fois. Mais pourquoi continuer des voyages alors? Madame, la diplomatie. Même au moment où il y a la guerre entre Russie et Ukraine, le pourparler. Au moment où il y a la guerre entre les Palestiniens et Israël, n'apprenez-vous pas qu'il y a des pourparlers? Il y en a. Le front diplomatique, il faut chaque fois, il faut toujours le tenir. On arrête d'échanger, discuter pour voir comment les lignes peuvent bouger. Mais qu'est-ce qui est très important? J'aime toujours dire ceci. La solution viendra plus notre armée va monter en puissance, va être bien équipée, va être armée. Nous avons un avantage. C'est que sur le plan numérique, nous sommes un grand pays, une population au nombre très élevé. Nous sommes tout un peuple. Par rapport au Rwanda, le Rwanda ne tiendra pas longtemps. Ils finiront par céder. Et voilà exactement, on va y arriver. Et les efforts qui sont en, comme je vous ai dit, madame, mais une chose est vraie, ça va prendre du temps, mais nous serons suffisamment respectés. D'ici juin, la MONUSCO va quitter l'Est de la RDC. L'armée congolaise va-t-elle relever le défi? Une question d'un internaute. Je vous ai dit, madame, comment, je ne vous le rappelle pas, comment pendant que la MONUSCO était là, Laurent Nkunda part de Goma, il va prendre Bukavu à 200 km. Si le gouvernement congolais a décidé de... Nous sommes en train de former les hommes aujourd'hui des brigades et des brigades. Donc les RDC est suffisamment préparés à assumer, à sécuriser. Quel scandale n'avons pas nous connu à travers la MONUSCO? La connivence avec l'ennemi, tout ça. Et je n'ai pas dit que tout ce comme j'ai dit. Dans une organisation, il y a les bons et les mauvais. Alors, il y en a eu beaucoup. Julien Paluku, qui recommande la construction d'un État basé sur une armée et une justice forte. Est-ce qu'il a une façon de dire que tout ce qui a été fait, c'est un échec? Non, mais parce que les efforts sont en cours. Je vous ai dit que l'armée n'avait jamais été dotée. Quand vous voyez, c'est bientôt 2 ans, la guerre là. Kagame n'a pas pu prendre Goma, Bukavu, Vira. Non, absolument pas. Il se heurte sur cette réorganisation qui sont en cours. Cet équipement qui est en cours par l'armée. Et madame, il n'y a pas longtemps, parce que nous sommes aussi dans la tactique militaire. Ici aussi, ça dénote du secret défense. Vous savez, il n'y a pas longtemps, mais les avions militaires sont partis où? On n'entend plus parler. Et tout récemment, vous les avez entendus ressurgir à nouveau. Le plus important, comme j'ai dit, madame, avec Antoine Tshisekedi, Kagame comprendra. Après cette tentative du coup d'État, les Congolais recommandent au président Félix Antoine Tshisekedi de ne plus trop voyager parce qu'en 5 mois seulement de son 2e mandat, il a fait autant de voyages. Comment trouvez-vous cette demande ou cette recommandation? La liberté d'expression, encore comme j'ai dit, mais il est tout à fait normal. Mais voyez-vous quand même un danger? Le plus important, les voyages chefs de l'État ne sont pas... Chaque voyage a un objectif. Regarde, lorsque le chef de l'État... Pour sa sécurité, vous avez appris ce qui s'est passé avec le président... Oui, mais avant que le chef de l'État se déplace, il y a des dispositions qui sont prises. Nous souhaitons, ces Congolais aiment tellement leur président au point qu'ils veulent le voir ici au Congo, qui ne s'expose pas. Leur demande tout à fait légitime. Mais qu'ils comprennent aussi que quand les chefs se déplacent, certains estiment que ça n'a rien apporté. C'est pour leur bien. C'est différent. Madame, voyage. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le chef de l'État allait à Dubaï pour négocier les accords qui ont conduit à Primera Gold. Parce que cette guerre ici, il faut aussi le dire, nos minéraux. Tout l'or du Kivu traversait jusqu'au Rwanda. Mais avec Primera Gold, cet or est récupéré. Il est cheminé
il est commercialisé dans... Doit-on maintenir les deux provinces sous état de siège? Le chef de l'État avait dit que ça allait évoluer. Effectivement, c'est en train d'évoluer, en train d'être allégé progressivement. Et le mois venu, ça sera levé, madame. Alors, c'est complètement fini, mais cette question de Germain Loubela qui se pose la question après l'élection des sénateurs. Alors, il se demande, est-ce une chambre des sages de la République? Est-ce une chambre de riches? Est-ce une chambre des hommes forts? À ce niveau-là, une réflexion, il se pose la question exactement, au regard des faits qu'il voit. Vous savez, nous sommes dans un système où la loi, les lois, la Constitution a prévu l'élection des sénateurs au second degré. Où il y a eu exposition des électeurs, des grands électeurs à la corruption, ainsi de suite. Mais chaque fois, comme j'ai dit, nous sommes en train d'évoluer. La société va changer au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? Plus on va évoluer, lorsque le train de vie de la population va changer. Voilà pourquoi j'insiste en disant, j'encourage la justice, exactement, à redorer son blason, à continuer à investiguer sur ceux-là qui sont présumés avoir détourné. On parle de dossier forage avec François Robota, on parle de Nicolas Kazadi. Qui est avec vous? Au nom de l'UDPS, j'encourage la justice. Comme je dis, le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Et moi, chaque fois quand je passe par là, je vous promets en vous disant, viendra le moment où vous verrez les gens entrer en prison pour des lustres et des décennies. Et moi, j'aime insister en disant que je suis plus exigeant vis-à-vis des cadres de l'UDPS que d'autres d'ailleurs. Pourquoi? Vous êtes battu pendant 37 ans pour l'état de droit, pour plus de justice dans ce pays, la redistribution équitable du revenu national. Donc j'encourage. Et il faudrait qu'on y aille davantage, qu'on mette les gens en prison. Mais moi j'exige, je formule plutôt les vœux qu'il y ait des réformes. Mais on en a eu avec, pendant le premier mandat, des réformes à quel niveau? Pour décourager ça, il faut des réformes au niveau de la répression des crimes économiques. Regardez, quand vous êtes sur le boulevard, vous entendez, on dit à quelqu'un, préso, préso, préso. On court derrière parce qu'il a un peu de pognon. Mais il suffit que demain la personne n'ait plus l'argent. Donc maintenant, pour sanctionner les détourneurs, il faut frapper maintenant les portefeuilles. Ça veut dire que quelqu'un a volé 400 millions. Ok? Que la sanction vient, on lui ravit tout. Il se retrouve, il n'a plus rien. Au lieu d'avoir des gens qui vont en prison, qui gardent les 400 millions et qui continuent à les fructifier de son état en prison. Donc moi, je recommande qu'il y ait plutôt des réformes pour réprimer ces détournements qu'on sort, qu'on frappe le portefeuille. Alors, Déobi Zibou, c'est vraiment fini, hein, mais répondez-nous en un mot. Est-ce que le scénario Joseph Kabila avec ses membres du FCC vous inspire ou vous demande de prendre des précautions? Aujourd'hui, la plupart d'hommes qui étaient avec Joseph Kabila ont traversé. Ça risque d'être les cas. Traverser, ça veut dire? Ils sont avec vous dans l'Union sacrée. Ça risque d'être les cas aussi pour Félix Tshisekedi. Écoutez, madame. Est-ce que ça vous inspire? Parce que vous me posez la question. Madame, je vous révèle ceci. Quand vous entrez dans des fonctions publiques, quand vous êtes encore votre femme et vos enfants chez vous, on ne viendra jamais poser la question. Mais quand vous touchez aux fonctions de l'État, vous êtes responsable d'un parti politique, vous avez des comptes à rendre. Et j'aime insister en disant, il n'y a pas de... L'UDPS risque de se retrouver aussi seul. Hein? S'il vous plaît. Félix Tshisekedi risque de se retrouver nous travaillons de telle sorte que ça n'arrive pas. Que ça n'arrive pas. Vous savez quelle la réalité est là. Quel est le malheur des autres? Ce sont des partis qui sont nés au pouvoir. Ils n'avaient jamais goûté à l'opposition. Une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils disparaissent. Nous, c'est le contraire. Ça veut dire quoi? 37 ans l'opposition, nous savons ce que cela veut dire. Sans salaire, on a travaillé. Nous sommes préparés. Mais, comme j'ai dit, par rapport au bilan, tout ce que nous sommes en train de faire, le Congrès se rendra compte qu'on aura creusé les cadres de sorte que... Eh bien, c'est complètement fini, Déobi Zibou. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre aujourd'hui. C'est de leur demander de continuer à nous faire confiance comme parti politique du DPS, de faire le sphinx de Limité, Etienne Tshisekedi Mulumba. La lutte continue, comme j'ai toujours dit. Nous n'avons jamais dit que lorsque l'un d'entre nous, certains d'entre nous sont au pouvoir, ça s'arrête. Non. Que la lutte s'arrête, non.
la lutte continue bel et bien. Et nous, au nom de l'UDPS, je promets que chaque institution doit jouer sa partition. La justice doit faire son travail. Et nous, là, j'assume pleinement. J'invite les responsables des partis politiques qui envoient les hommes et les femmes dans les institutions de faire les bons choix. Et eux-mêmes doivent être les modèles. Merci, madame. Alors, madame, messieurs, c'est complètement fini. Je rappelle que notre invité de Obizibou est bien le secrétaire général adjoint du parti présidentiel en charge des questions politiques et administratives du parti UDPS. Merci d'avoir répondu à nos questions et avec le plaisir de vous retrouver prochainement. C'est moi qui vous remercie, madame, pour l'invitation. Alors, madame, messieurs, je ne cesserai de le dire, Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7 est votre émission. Info 7 notre émission. Eh bien, c'est l'heure, c'est complètement fini. Merci de nous avoir suivis et surtout, merci de rester fidèles sur Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Et n'hésitez pas, bien sûr, de nous faire parvenir vos questions et de nous écrire. Alors, au revoir et bonne suite de programme sur nos antennes.